Bonjour à tous et merci de m'écouter. Alors aujourd'hui, c'est du concret. Je vais passer directement à l'essentiel. Je ne vais pas passer en revue les différentes techniques de verrouillage des pouvoirs des dirigeants, ni leurs techniques de manipulation, ni revenir sur le jeu de diviser pour mieux régner, ce genre de choses. Je vous renvoie plutôt pour cela à une autre vidéo que je ferai plus tard, qui s'intitulera, pour le moment c'est un titre provisoire, Analyse du mal, les techniques de verrouillage des pouvoirs des dirigeants politiques, financiers et occultes. Aussi parce que, pour une autre raison, de très nombreuses vidéos ont été déjà faites sur ces sujets-là. Donc je vous renvoie également à d'autres youtubeurs qui ont déjà fait des vidéos dans ce sens, hein, que ce soit Silvano Trotta, Pascal Trefengui, Los Locos, Jean-Jacques Crèvecoeur, Thierry Casasnovas et tant d'autres encore que je ne cite pas. Bref, c'est pour vous dire que cette vidéo ne sera pas axée sur l'analyse du mal ou des maléfices que subit la population au sens large, mais pour passer directement, je dirais, aux solutions. Pas forcément son opposé direct, le bien, ça serait une vision un peu manichéenne des choses, mais il y a de cet ordre-là, c'est dans ce registre-là. Donc en gros, ça consiste à prendre comme base la réinstauration d'un mode de vie de la part de la population qui corresponde à leurs besoins et leurs désirs réels, c'est-à-dire le monde qu'ils souhaitent avoir, la vie qu'ils souhaitent avoir en tant que idéal, c'est-à-dire pour aboutir à ce nouveau paradigme de la vie des humains et comment opérer cette transition mondiale de façon pacifique ou la plus pacifique possible. Donc cette vidéo a pour but, objet, pour raison d'être, d'expliquer des propositions concrètes, solutionnaires, de savoir comment opérer cette transition mondiale pour aboutir au nouveau paradigme de vie des êtres humains, ce qu'on appellerait dans un contexte plus religieux le passage et l'arrivée à ce nouvel âge d'or. Même si le vocable est un peu New Age, peu importe, l'idée reste la même, en sachant qu'il l'explique avec d'autres mots, mais l'idée reste la même, c'est-à-dire ce que j'appelle en langage savant l'aboutissement à un nouveau paradigme de vie des êtres humains. Ça veut dire la même chose que l'instauration d'un âge d'or dans un contexte spirituel, religieux, New Age. Il parle de la même chose, mais avec des mots différents. Bref, point. Fin de la parenthèse. Alors, je vais d'abord donner directement les 4 points de transition pour opérer ce changement. Le premier point, ça s'appelle le déconditionnement. Le deuxième point, la conscientisation. Le troisième point, la reconnexion à la conscience identitaire et culturelle. Quatrième point, la réinstauration d'un mode de vie correspondant aux besoins et désirs des populations. Maintenant, je développe. Le déconditionnement, alors c'est un bref rappel. C'est juste, j'explique l'idée générale. C'est que les élites dirigeantes, les gens de pouvoir, les gens les puissants, par ce principe de verrouillage des pouvoirs et d'autres techniques de manipulation et d'obscurantisme que je relaterai dans une autre vidéo ainsi que les autres vidéos des autres youtubeurs qui en parlent, qui traitent du sujet, ces élites ont fait le maximum pour nous faire oublier notre nature d'être souverain. Alors, qu'entends-je par là par être souverain? C'est pas. Alors d'abord je dis ce que ça n'est pas. Ça n'est pas un concept fumeux ou douteux, ni sectaire, il n'est pas New Age, et il n'est pas conspirationniste non plus. Non, c'est un fait, en fait, c'est un point qui se veut même incontestable,
que nous avons, nous, êtres humains, en général au sens large, un aspect dit souverain en nous. Alors je le définis en quelques mots pour situer les choses. À charge de votre côté d'approfondir le sujet si cela vous intéresse ou si vous avez besoin de plus d'informations sur ce concept de souveraineté, ou si ça vous intéresse via d'autres vidéos ou d'autres sources diverses, que ce soit des livres sur internet, d'autres youtubeurs, etc. etc. Donc je passe le détail après cette définition pour ne pas me perdre, pour ne pas me noyer dans le discours et pour ne pas l'alourdir non plus, jusqu'à aboutir directement à cette considération en tant que point clé de ce que j'ai pu constater de mes recherches sur le concept d'être souverain, qui consiste à dire que une fois qu'on l'exerce, qu'on la travaille, qu'on la cultive, ça aboutit à un état mental qui aboutit au constat qu'il ne peut pas y avoir d'intermédiaire entre ce qu'on appellerait Dieu, ou on peut dire aussi la source divine, primordiale, avec laquelle nous sommes tous connectés en temps normal, en temps habituel, chez l'être humain. Il ne peut pas y avoir d'intermédiaire entre la source divine et l'être humain, un peu à la façon dont l'expliquent les protestants. Pour prendre cet exemple-là, pour illustrer directement de façon concrète le propos, en disant que l'un des points de divergence entre les catholiques et les protestants concerne ce fameux point de la confession, où les catholiques estiment qu'il est plus ou moins nécessaire d'instaurer un tiers extérieur en la personne du prêtre ou du curé lors d'une confession qui instaure un intermédiaire entre Dieu et l'homme, là où les protestants prêchent le fait qu'il n'y a pas d'intermédiaire, la connexion entre Dieu, la source divine, et l'homme est directe, instantanée, sans intermédiaire. Autrement dit, ils remettent en cause le bien fondé de la confession chez les catholiques. Voilà, l'un des débats centraux dans un contexte religieux sur ce concept de souveraineté passe par ce point de divergence théologique entre catholiques et protestants. Au-delà de ce contexte religieux, on peut étendre, par extension, on peut étendre cette absence d'intermédiaire entre Dieu et l'homme à tous les autres contextes de la vie en société sur Terre, notamment par exemple à un niveau, je dirais, économico-politique. Le fait de nommer des élus par le vote de représentants de la population constitue en soi un intermédiaire entre Dieu et l'homme. Je veux dire concrètement, c'est-à-dire que si on estime que Dieu c'est la nature, dans un contexte philosophico-théologique de Dieu immanent, contrairement à un Dieu transcendant, pour ne pas refaire tout le débat, eh bien, lorsque un être humain, basiquement, veut cueillir des fruits sur un arbre, ou cueillir les fruits de la terre par le fruit de son travail, qu'il s'agisse de l'agriculture ou autre, ou la cueillette ou la chasse, entre la main, pour le dire de façon un peu imagée, du cueilleur et l'arbre, le fruit de l'arbre, il n'y a pas d'intermédiaire. L'homme la cueille et se sert directement, ceci étant dit dans le sens où la terre, la planète Terre, ainsi que le fruit de sa propre culture naturelle, la terre offre de façon abondante et généreuse tous les bienfaits dont l'homme a besoin pour vivre bien, pour vivre dans de bonnes conditions, pour vivre heureux, à travers cet exemple un peu imagé, un peu métaphorique de la chasse et de la cueillette. C'est à partir du moment où certains autres êtres humains, je dirais par vice fondamental ou par soif de pouvoir, sous prétexte de le légitimer par la nécessité d'instaurer des formes de gouvernance ou de direction
je cherche un mot, pas pour superviser, mais pour gérer la vie en société, ils ont prétexté la nécessité d'instaurer des systèmes de gestion socio-politico-économique à travers, par exemple, le commerce, ou la politique, ou la justice, les pouvoirs régaliens, etc. En réalité, de façon basique, quand on remonte à des temps très reculés, comme la préhistoire, la proto-histoire ou l'aube de la civilisation humaine, il n'y avait pas d'intermédiaire entre Dieu, la nature, dans le sens spinoziste du terme, et l'homme. Autrement dit, à travers ces exemples-là, c'est pour expliciter de façon plus nette, plus claire, pour défricher le terrain, en quoi consiste ce concept d'aspect d'être souverain. Qu'est-ce que c'est la souveraineté? Si on devait la résumer de la façon la plus concise possible, ça donnerait ce que je viens d'expliquer à l'instant. Voilà, point, c'était la phase de déconditionnement. Alors on peut aussi donner rapidement l'exemple des légions de psychologues, c'est-à-dire que ça c'est un peu à mi-chemin entre l'étape 1 et l'étape 2, l'étape 2 étant la conscientisation. Alors je reprends ces 4 points pour préciser entre parenthèses qu'il s'agit d'études qui ont été faites à la fois en psychologie, en anthropologie et en sociologie, qui ont constaté que parmi les populations qui ont été victimes dans le passé d'une forme de dictature politique dans certains pays, ils ont constaté, après la fin de cette dictature, que ces populations passaient par plusieurs phases, plusieurs étapes de reprise en main de leur vie et de leur vie, qui sont toujours les mêmes. Et en plus, dans un ordre précis, tel que je l'ai cité dans ces 4 points, autrement dit, ça repose sur des études solides et fiables, c'est pas du blabla. Donc, je rappelle, le déconditionnement, qui consiste à sortir de la manipulation des élites et de cette manipulation obscurantiste, jusqu'à l'étape 2, qui s'appelle la conscientisation, qui basiquement explique que c'est une prise de conscience de la manipulation et de la domination dont ont été victimes les populations dans les contextes de pays en dictature. Petite parenthèse plus proche de nous, plus humaine on va dire, c'est pour cette raison que, alors voilà, c'est pour expliquer à travers un petit exemple simple, que dans les conversations qu'on peut entendre ici et là, entre gens, entre personnes, entre citoyens, entre êtres humains de la population, vous avez certainement, très certainement remarqué que il y a un point qui revient souvent, qui consiste à dire que, exemple de citation de phrase type, de plus en plus de gens s'éveillent, de plus en plus de gens sont éveillés. Ah, vous avez remarqué, les gens commencent à se réveiller et à prendre conscience petit à petit de cette vaste arnaque obscurantiste de la part des élites. Ça commence souvent par un contexte politique, mais pas que. De cette volonté des élites à nous maintenir endormis, le contraire d'éveillés, c'est-à-dire sans la conscience de notre nature souveraine, telle qu'expliquée juste avant dans mon topo précédent sur le déconditionnement. Donc c'est l'étape 2, la conscientisation, en sachant qu'on peut faire une courte référence au film de cinéma Matrix, où l'un des personnages principaux, en la personne de Trinity, dit souvent à Neo la phrase « Réveille-toi Neo, réveille-toi ». Donc c'est tout ce qui concerne le réveil, c'est la métaphore de la conscientisation. Prendre conscience que, premièrement, les gens sont victimes d'une forme de manipulation à vaste échelle, même si ça renvoie en apparence à la théorie du complot, c'est pas une théorie du complot, dans le sens où on peut être à peu près sûr et certain, à travers l'exemple historique qui est même enseigné à l'école, autrement dit, ils s'en cachent pas eux-mêmes, à travers l'exemple historique de l'Inquisition au Moyen-Âge, où si on affirmait d'autres croyances que celles des croyances catholiques, on était directement torturé et envoyé sur le bûcher.
Donc c'est une forme d'obscurantisme de la pensée unique de la religion imposée de l'époque. Je ne refais pas toute l'histoire. J'arrête là mon explication pour dire simplement que l'étape 2, c'est la conscientisation. Je précise entre parenthèses, juste pour la petite histoire, qu'en réalité, ce n'est pas un phénomène récent. Cette histoire de Trinity qui explique à Néo qu'il invite à se réveiller pour prendre conscience à la fois du monde dans lequel on vit, qui il est, et donc qui va définir, qui permettra la réponse à ces deux questions, qui sommes-nous et dans quel monde on vit, permettra de répondre à la troisième question qui est la plus importante de toutes, selon moi, non, pas que, mais à mon avis, qu'est-ce que nous sommes censés faire sur Terre? Ça ressemble un tout petit peu à ce que dit Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux à Frodon quand ils sont dans les mines de la Moria, quand ils traversent les mines de la Moria, quand Gandalf dit à Frodon, ce qui importe, c'est ce que nous allons faire du temps qui nous est donné. Sous-entendu, de notre vivant, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je précise la pensée de façon beaucoup plus étayée, plus développée, pour que vous compreniez le mieux possible ma pensée et là où je veux en venir, qu'à travers cette étape de conscientisation, c'est un phénomène qui n'est pas récent. C'est-à-dire que à toutes les époques du passé, il y a eu dans la population des gens dits endormis et d'autres dits éveillés. C'est un phénomène quasi intemporel à toute époque, et ça renvoie, pour simplifier et clôturer ce mini sous-débat, ce point de mon développement, à une citation qui dit quelque chose comme, c'est une citation approximative, ne croyez pas que des petits groupes éparpillés de gens éveillés pourraient changer le monde, parce qu'il en a toujours été ainsi. C'est-à-dire que c'est effectivement des petits groupes de personnes qui, à la seule condition d'être éveillées, c'est-à-dire conscientes, qui a permis de changer les choses dans le cours de l'histoire de l'humanité. Et justement, je reprécise, je rappelle, de quoi ces personnes sont-elles conscientes? Même si c'est en résumé, l'idée sera suffisamment claire. Ils ont conscience de quoi? De eux-mêmes, de leur propre nature, de ce qui les caractérise en tant qu'être souverain sur la dimension spirituelle de l'être, qui est censée être la plus haute. Après la dimension physique, mentale, psychique, il y a la dimension spirituelle. Que les élites, alors, est-ce qu'ils essayent de nous le cacher? Pas vraiment, puisque la laïcité instaure la liberté de culte religieux en France et dans plein d'autres pays. Donc en théorie, la théorie du complot, là, le conspirationnisme est mis à bas, mis à mal, par cette considération réaliste. La liberté de culte via la laïcité dans les républiques permet la liberté de culte, cette liberté de culte permettant d'expliciter, d'expliquer, d'éveiller les consciences vers plus de sagesse, plus de reprise en main de sa vie par ce concept suprême de souveraineté de l'être humain. Parenthèse terminée, c'était pour expliquer, pour en résumer, que la conscientisation, en tant que deuxième étape de reprise en main de la vie des gens, passe par un point clé. Et c'est également, ça me permet de faire la transition avec la troisième étape de l'instauration du nouveau paradigme de vie mondiale à travers cette transition en 4 points. Ce point clé, complètement fondamental, crucial, comment pourrais-je dire, complètement capital, c'est grosso modo la qualité, ou si vous préférez, la pertinence de l'information, au sens large, l'information qu'on peut obtenir. Ça concerne tout ce qui concerne la véracité des infos, la propagande par les médias qui essayent de cacher, l'authenticité des informations, mais ce que j'entends par leur pertinence, c'est entre autres ces points que j'ai déjà expliqués en rapport avec la souveraineté de l'être humain, cet aspect qui est central dans le développement, dans mon exposé. Et tout ramène à ça, en gros, en tout cas dans mon exposé, dans le contexte de mon exposé, tout ramène à ce concept de être souverain. Bien que j'ai essayé de définir rapidement qu'est-ce que c'est, je vous renvoie à d'autres vidéos qui parlent de la liberté et la foi, la joie, la paix, ce genre de valeurs, notamment surtout la liberté,
qui est l'une des caractéristiques principales de l'être souverain, après la prise de conscience de l'absence d'intermédiaire entre Dieu et l'homme, entre la source divine et l'homme. Point. Troisième étape, la reconnexion à sa conscience identitaire, culturelle et même politique, voire par extension tous les domaines de l'art, la science, le savoir au sens large, le redéveloppement des facultés, des habiletés manuelles, mentales, intellectuelles, psychiques, voire spirituelles et parapsychiques. Par extension, en résumé, tous les domaines possibles et imaginables, mais basiquement, la conscience identitaire permet de se reconnecter à ses racines. Ses racines, à travers notamment surtout l'histoire de son peuple, de sa nation, permet de retrouver ce qui est important dans les besoins et les désirs des populations par rapport à l'amélioration des conditions de vie, ce qui est un résumé en fait de l'objectif de la reconnexion à sa conscience identitaire. C'est en gros qu'est-ce que veut le peuple, voilà, que demande le peuple. C'est à travers ce genre de questions que évidemment je ne développerai pas puisque ça fait l'enjeu de débats interminables sur la gestion de la vie en société, que ce soit à travers un agora dans un contexte démocratique, que par des pétitions ou des revendications sociales dans des contextes républicains ou autres. Bref. La quatrième étape, c'est concrètement la mise en application de l'instauration ou de la réinstauration d'un autre mode de vie qui correspondent beaucoup plus aux besoins et désirs et aspirations des populations concernées, puisque, pour bref rappel, ce que j'entends par les populations des différents peuples de la planète représente environ 98-99% de la totalité de la population, là où les élites dirigeantes représentent 1 à 2%. Ça, c'est ce fameux 1 à 2% qui tient tous les pouvoirs, les ont verrouillés et les perpétue depuis des siècles et des siècles, que ce soit à travers la monarchie, la royauté, la république ensuite, et tous les systèmes de pouvoir ayant existé, le communisme, le fascisme, la synarchie, je ne reviens pas dessus. Je vous renvoie à cela, à une autre vidéo que j'ai faite avant qui s'appelle Apologie de la paix durable des peuples, la fin de la guerre. Donc, arrivé à cette quatrième étape, tous les prérequis sont obtenus pour que la population, à travers une sorte de psychoéducation dans les étapes 1, 2 et 3, ou de didactique pour adultes selon les besoins de la population et leur niveau, leur degré d'information respectif, c'est-à-dire à chacun d'entre eux, un peu comme si on prenait les gens au cas par cas, aboutit à cette quatrième étape de l'instauration d'un mode de vie ou d'une gestion de mode de vie dans toutes les modalités qui correspondent à leurs besoins, désirs, aspirations, notamment de paix, de joie, d'amour, je sais pas, toutes ces valeurs positives, de l'équité, la justice, la loyauté, toutes ces valeurs sur lesquelles je ne reviens pas parce qu'elles ont été très longuement développées, que ça soit par le corps officiel, à travers par exemple les textes de loi, le code pénal, le code bancaire, le code du commerce, le code civil, tout ça c'est des tentatives pour essayer de favoriser tout ce qui est en rapport avec la justice et l'équité. Mais toutes ces valeurs de base correspondent peu ou prou aux désirs et aspirations des populations. Je renvoie simplement pour cela aux travaux si on peut dire, philosophiques de Platon, dans sa République, dans ses livres La République, qui parle de ce que l'être humain, fondamentalement, primordialement parlant, cherche ce qu'il appelle le souverain bien, c'est-à-dire le bien souverain, le bien suprême, c'est-à-dire tout ce qui favorise son bien-être au sens large. Ça renvoie à la médecine, à la gestion politico-socio-économique des populations, les modalités, tous les détails en rapport avec ça, dans lesquels je ne rentre pas dedans. C'était pour dire simplement, pour mettre l'accent sur ces 4 étapes. Ça passe peu ou prou, de façon plus ou moins inévitable, par ces 4 étapes, pour que la population puisse puisse opérer cette transition vers ce nouvel âge d'or
pour reprendre le vocable New Age, que le vocable savant et plus épuré de connotations spirituelles ou religieuses, l'instauration d'un nouveau paradigme de vie sur la Terre des êtres humains. Alors je pourrais en dire beaucoup plus, je pourrais développer. J'ai essayé de conciser au contraire au maximum, parce que le sujet est très vaste, très très vaste. C'est un peu comme si on voulait refaire le monde. Si je voulais refaire le monde, c'est pas mon but. Je voulais juste expliquer ces 4 étapes qui me semblent fondamentales, et que ces 4 étapes doivent être opérées plus ou moins dans un certain ordre, toujours en fonction des différents cas qui concernent les personnes sur un plan individuel, c'est-à-dire que tout le monde n'en est pas au même point dans l'acquisition de certaines informations sur notre réelle nature souveraine, ou tout ce qui a un rapport avec la compréhension de la vaste supercherie et de cette espèce d'obscurantisme, même moderne, qui sévit encore à notre époque, qui ne veut pas qu'on reprenne conscience et qu'on reprenne en main notre autonomie, à travers notre liberté d'agir de par notre propre volonté, parce que sinon ça passerait probablement par des révoltes, des soulèvements sociaux, des troubles sociaux, puisque la population, dans les étapes 1 et 2, prenant conscience de la vaste manipulation dont ils ont été les victimes, presque toujours, ça provoque des sentiments de révolte et d'indignation, un peu comme l'explique Stéphane Hessel dans son livre Indignez-vous, ça provoque de l'indignation. Donc ils ont envie de couper des têtes, comme ça a été fait dans les révolutions, les coups d'État, les putschs militaires ou autres, tout ça. Donc pour éviter ce grand chaos, pour éviter la révolution sanglante, pour rester dans le pacifisme, dans la paix, même au maximum pendant la période de transition, même si certains points seront inévitables par rapport à certains points de délinquance ou de révolte, qu'elles soient légitimes ou pas, pour maintenir au maximum ce critère de pacifisme dans la période de transition en 4 étapes, il est nécessaire d'accompagner les gens, accompagner dans le sens thérapeutique, à travers ces 4 étapes pour qu'ils puissent cheminer jusqu'à la 4e étape sans heurte, c'est-à-dire dans des contextes où on leur demande, en tant que prérequis exigé, de rester en paix, de ne pas semer le grabuge, de ne pas semer de troubles à l'ordre public, pour reprendre le vocable un peu législatif, judiciaire, le temps qu'ils parviennent à cette 4e étape que j'ai citée de réinstauration d'un mode de vie qui correspond aux besoins et désirs et aspirations de la population. L'instauration du nouveau paradigme. Bon. Voilà. Je pense, j'estime, j'espère avoir été le plus clair possible. En vous remerciant beaucoup de m'avoir écouté, je ne vais pas éterniser, si je puis dire, cette vidéo. Elle a pour but et pour objectif, entre autres, en guise de conclusion, de servir, d'apporter une petite pierre, ma modeste pierre à l'édifice, de la diffusion, à la fois du savoir utile aux populations, et à travers la proposition d'un modèle de reprise en main de la vie des gens, de leur autonomie de pensée, de parole et d'action, à travers ce principe de souveraineté individuelle, qui passe après par la souveraineté collective. Donc ça instaure des règles de savoir-vivre et de respect de l'autre, parce que si tout le monde est souverain, qui ne dit pas que tout le monde deviendrait des espèces de chefs ou de dictateurs en puissance qui voudraient écraser tout le monde, ou en disant c'est moi le chef, écoutez-moi, obéissez-moi, et engendrer ces luttes et ces batailles d'ego telles que j'ai pu le constater personnellement, mais pas que, dans des contextes de dissidence politique ou de mouvements politiques un peu dissidents ou un peu plus radicaux, ou quand a été posé sur la table le désir ou la proposition, l'idée de vouloir se fédérer et s'unir pour être plus puissant à travers le proverbe l'union fait la force, j'ai assisté à ces fameuses batailles, querelles d'ego, où chacun voulait être le chef et avoir le rôle de chef pour le pouvoir. Donc c'est l'un des obstacles, après sur une échelle relationnelle, interactionnelle et collective,
qui empêche, qui freine, qui limite la possibilité de parvenir à la 4e étape et de passer par les 3 autres étapes sans heurte. Mais là n'est pas mon but, mon intention de passer en revue tous les freins, limitations et obstacles qui permettraient d'aider à parvenir à la 4e étape de la mise en pratique concrète de cette démocratie mondiale dans la paix par le principe de souveraineté de l'être humain qui respecte les autres. Voilà, j'ai conclu. Ma vidéo fait pile une demi-heure. Merci beaucoup de m'avoir écouté, en espérant que je vous ai donné quelques infos utiles de manière concise pour ne pas trop alourdir, mais en développant juste ce qu'il fallait pour être, si possible, le plus clair possible, je dirais le plus crédible, paraître crédible aussi, c'est important cette notion de fiabilité, pour essayer de démontrer que je raconte pas n'importe quoi, que mon propos est réfléchi, et qu'il est le résultat du fruit de longues recherches dans divers domaines. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée à tous et portez-vous bien et puis continuez vos recherches. Conscientisez. Prenez votre vie en main, soyez autonome par la pensée, la parole et l'action. Salut, au revoir à tous.